L'impatience, le manque de concentration, l'agitation, les enfants comme les adultes seraient de plus en plus touchés par les troubles de l'attention, au sens évidemment familier du terme, sans forcément parler du fameux trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, le fameux TDAH, parfois non diagnostiqué dans l'enfance, qui toucherait un peu plus de 2% des adultes en France. Alors pourquoi tout simplement avons-nous de plus en plus de mal à nous concentrer ? Tentative d'exploration et surtout de réponse dans cette émission en quête de sens avec mes 3 invités du jour sur Radio Notre-Dame et sur RCF. Et j'ai la joie de recevoir pour commencer Anne de Pomereux. Bonjour Anne. Bonjour. Ravie de vous recevoir. Vous avez travaillé, vous, dans le domaine de la communication, du marketing pendant plus de 12 ans. Avant finalement de bifurquer vers la formation, vous êtes actuellement coach en méthodologie d'apprentissage. Ça ne s'invente pas, spécialiste de la mémoire que vous êtes et de l'attention. Vous n'êtes pas encore mentaliste, mais peut-être un jour, à force d'appliquer vos méthodes. Vous êtes l'auteur donc de cet ouvrage à la reconquête de l'attention, préfacé par Mathieu Ricard en poche. Et nous sommes également en compagnie donc, de nos 2 autres invités qui sont Claire Lozol et Didier Noyer. J'ai envie de vous dire bonjour collectivement à vous deux. Bonjour. Monsieur et madame. Bonjour. Puisque vous avez coécrit tous les deux, ainsi que Régis Rossi, l'art de l'attention, se concentrer dans un environnement de distraction aux éditions Erol, c'est tout à fait passionnant. Claire Lozol, je précise quand même que vous dirigez la société Expert Tribe, ça se dit Tribe ou Tribe, hein, à l'anglaise, yeah. Expert Tribe. Vous accompagnez les managers, les dirigeants, les experts dans le développement de leur alignement, leur efficacité personnelle et leur leadership, rien que cela. Vous avez donc écrit cet ouvrage d'art de l'attention avec Didier Noyer qui est également ici présent. Bonjour monsieur, bonjour Didier. Bonjour. Ravi de vous recevoir. Vous êtes spécialiste du développement des ressources humaines, auteur de nombreux livres sur la communication et le management. Je suis ravie de vous recevoir tous les 3. Alors c'est amusant parce que vous êtes tous les 3, vous agissez, vous intervenez dans le monde de l'entreprise. À croire que c'est là où le bas blesse côté concentration. J'ai envie de commencer par cela, Anne de Pomereux. Alors le bas blesse partout, si je peux vous rassurer. Il ne blesse pas qu'en entreprise, il blesse beaucoup aussi dans les situations d'apprentissage à l'école, au lycée, dans les études supérieures. Parce que moi, ma particularité, c'est d'intervenir à la fois chez des étudiants et des lycéens et des collégiens, mais aussi en entreprise. Donc ce que j'adore, c'est que j'ai une cible large. J'ai les enfants et leurs parents. Et ce qui est rassurant pour les enfants, c'est que les parents ont les mêmes problèmes, en fait. Et en entreprise, ce qui est particulier, c'est qu'on a besoin de se concentrer et en même temps, on nous demande d'être réactif et de réagir en fait à l'urgence. Et l'urgence, elle est permanente. Ouais. Et résultat, il y a un choc, il y a un conflit en fait entre il faut être hyper efficace, donc répondre tout de suite, et en même temps, concentre-toi quand même sur les dossiers de fond parce que c'est pour ça que tu es payé. Ouais. Et du coup, les gens sont quand même assez malmenés à cause de ça, de ces injonctions un peu paradoxales, de à la fois se concentrer sur les sujets de fond et être hyper réactif. Donc ça donne quoi ? Ça donne, par exemple, une comptable qui est en train de se concentrer pour faire son bilan en fin de trimestre ou je sais pas quoi. Et puis parce que maintenant, ils ont aussi des outils de chat où ils doivent réagir tout de suite. Et donc ça sonne tout le temps. Et du coup, elle a du mal à se concentrer. Mais si elle ne réagit pas, elle a des remarques de sa hiérarchie. Et donc, elle est dans cette injonction paradoxale. Et c'est ça qu'il faut un peu régler, c'est-à-dire pas forcément agir directement sur la concentration, parce que ça, c'est un peu difficile, mais agir sur l'environnement. Parce que pour arriver à se concentrer, on ne peut pas agir autrement que sur l'environnement. Didier Noyer, Claire Lozol, vous faites le même constat, pour vous, c'est à peu près le même diagnostic que vous feriez de cette situation, côté concentration en France, dans nos entreprises, et puis ça commence dès l'enfance, évidemment. Qui veut commencer, Didier ? Je vous sens oui, effectivement, les personnes finissent par avoir du mal à travailler parce qu'elles sont inondées de mails, quelquefois plus de 100 par jour. Et les gens se sentent obligés de répondre immédiatement, alors que ça devrait être un outil asynchrone. Et puis on voit la présence du téléphone portable tout le temps, partout. Alors en réunion, les gens sont constamment distraits par les notifications qui arrivent, un message qui arrive. Donc ça vient dégrader l'efficacité des réunions. Et les gens n'arrivent plus à se concentrer sur leur mission essentielle. Et il faut mettre en place des protections, mais ça ne peut être que collectif, parce qu'individuellement, on a du mal à réagir. Donc il y a besoin de mettre en place des règles du jeu, des règles de vie pour que ça se passe autrement. Sinon, individuellement, c'est très difficile
de changer les habitudes collectives. Oui. Ouais. Ce sont des habitudes collectives. Parce que ne pas sortir son téléphone quand tout le monde le sort dans une réunion, je dis pas que ça fait tâche, mais en tout cas, il y a quelque chose, on se dit, mais il se passe quelque chose de différent chez moi que chez les autres, comme dans la cour de récréation, quand on n'a pas le même jeu que les autres. Claire Lozol, vous partagez enfin, pour terminer ce premier petit tour de table, si je puis dire. Ah oui, je partage absolument ce que Anne vient de dire et ce que Didier a précisé. Et j'ajouterais aussi les dimensions d'impact sur le bien-être en fait, des personnes en entreprise. Ouais. Tout ce qui a été cité en termes à la fois d'injonction, en termes de ce que chacun perçoit comme étant ce qui est attendu de lui dans l'organisation, amène à des comportements qui, au final, à la fois sont contre-productifs, c'est-à-dire je réponds dans l'immédiateté à quelque chose qui devrait être asynchrone, les mails, ouais. Et aussi qui génère une sorte de stress quasiment permanent, on parlait de charge mentale aussi, et qui fait que l'équation ne se résout pas parce que même s'il y a une prise de conscience au niveau des dirigeants, des managers... Mais oui, on en parle maintenant de ça. Mais oui, qui cherchent à changer les choses, mettre en place des guides de bonnes pratiques. Comme les habitudes sont collectives, la seule manière de transformer ça, c'est de voir les choses comme une vraie conduite du changement et donc d'embarquer tout le collectif, mais pas juste une équipe. C'est toute l'organisation pour changer en profondeur, prendre des décisions par rapport à ça. Personne n'en peut plus. Mais personne n'arrive à transformer fondamentalement la manière d'opérer. Alors, vous dites dans votre livre, dès le départ, que l'inattention fait partie de notre quotidien. C'est vrai que l'inattention... Moi, quand j'étais petite, tout le temps, dans les dictées ou dans les... Pas les dissertations, peut-être pas, je suis surdouée, mais quand même pas à ce point-là, je plaisante évidemment. Étourderie, inattention. Ça fait partie de notre fonctionnement normal, Anne de Pomereux, d'apprentissage, de fonctionnement, où il y a quand même des tempéraments plus concentrés, naturellement, que d'autres. Oui, moi je ne suis pas médecin ou psychologue, mais je pense qu'il y a des tempéraments plus ou moins concentrés naturellement, mais que ça se travaille énormément en fait. Vous le constatez ça ? Oui, que ça se travaille. Oui, ça se travaille. Il y a aussi des différences quand même. Il y a aussi des différences. Ce matin, pour vous raconter une anecdote, j'étais dans un centre médical pour aller faire une radio, et donc j'ai fait la queue pour m'inscrire là, pour donner ma carte vitale, et donc les 4 personnes devant moi. Le premier monsieur, il s'est trompé de semaine. La dame d'après, elle n'avait pas sa carte vitale. Celle d'après n'avait pas l'ordonnance. Et celle d'après n'était pas au bon service. Voilà. Et vous ? Et moi, j'avais tout bien. Donc, je suis passée assez vite. Mais ça m'a frappée. Et ce qui m'a frappée encore plus que toutes ces fautes d'inattention, c'est la douceur et la gentillesse des dames qui étaient derrière le comptoir, qui ont ça toute la journée, H24, et qui sont patientes. Mais monsieur, c'est pas grave, je vais vous faire le papier, vous allez revenir la semaine prochaine, et ça va aller. L'inattention, elle est aussi dans ces situations-là. Elle n'est pas facile à gérer. Et moi, je voulais revenir sur l'entreprise, parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement pernicieux, je trouve. C'est que dans notre mode attentionnel, en fait, il y a une attention qu'on appelle réactive, réagir à quelque chose qui vient de l'extérieur, dans l'immédiateté, et qui est assez facile, et qui est assez plaisant. Et puis, il y a l'attention soutenue. Vous êtes devant votre feuille pour écrire votre article. Et là, il n'y a rien qui se passe sur la feuille, du côté de la feuille en tout cas. Tout l'effort doit venir de soi. Or, ce qui est beaucoup plus facile pour l'attention, c'est de réagir à quelque chose qui vient de l'extérieur. Donc, c'est plus facile. C'est beaucoup plus facile naturellement. Mais bien sûr. D'accord. Ça demande moins d'énergie, moins d'effort, moins d'engagement. Et donc, on préfère répondre à des mails que de faire le travail pour lequel on est rémunéré. Créer quelque chose. Mais bien sûr. Et on préfère répondre à des sollicitations du téléphone parce que c'est plus facile. Et qu'on a l'impression d'être super actif. Donc, c'est hyper pernicieux, en fait, parce qu'on aura beau essayer de changer les choses, il y a quelque chose dans notre attention qui fonctionne comme un papillon, qui est toujours attiré par la nouveauté, le truc fastoche, qui ne va pas prendre trop de temps et qui va provoquer un plaisir immédiat. C'est l'impression de disparition de la création et de l'inspiration. Et je comprends enfin à quel point c'est vrai au regard de ce que vous dites. Exactement. Et en fait, pour que la créativité vienne, il faut de l'ennui, par exemple. Quel enfant aime s'ennuyer ? Aujourd'hui, vous voulez dire ? Oui. Autrefois, il faut les y inciter. Mais bien sûr. Un enfant qui arrive et qui va voir sa maman, dit « Maman, je m'ennuie ». Bonne nouvelle, continue. Surtout ne change pas. Continue. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, l'enfant ne va pas s'ennuyer longtemps. C'est-à-dire qu'il va développer sa créativité si on le laisse se confronter à l'ennui. Mais si on lui donne un dessin animé ou un truc, il ne va pas être confronté à ça. Et ça va être embêtant après. Voilà. Dépasser le grognement. Mais parce que le système attentionnel, il faut l'éduquer, en fait. C'est un petit animal sauvage.
se laissent pas apprivoiser facilement. Ouais. C'est une longue éducation et on préfère aller vers ce qui est plus facile que ce qui est plus difficile, tout le monde. Je veux dire, la première. On est tous comme cela. Bah oui. Ouais, c'est intéressant. Messieurs, dames. Je voudrais rajouter quelque chose par rapport à ce que disait Anne. Effectivement, ce dont parle Anne, c'est le fameux circuit de la récompense qui s'active par justement cette stimulation à ce qui est plus facile. Sauf que, effectivement, je pense qu'un des sujets, c'est qu'en entreprise, on n'a pas conscience que c'est ça qui se passe et que notre cerveau, naturellement, va vers ça, à la fois parce que ça donne cette image de productivité, que ça nous rassure et que ça, malgré tout, ça a un début de quelque chose d'agréable. Donc peut-être que déjà une prise de conscience pourrait amener, on va dire, un pas. Ouais, c'est déjà ça. Déjà ça. Et c'est toute une éducation, finalement, qui est à refaire pour comprendre comment fonctionne notre système attentionnel, pour que chacun puisse mettre en place un système d'organisation et de protection de son attention, pour mieux vivre, tout simplement. Ouais, donc on va parler de charge mentale aujourd'hui, je sens. La prise de conscience, ça passe déjà par se rendre compte combien d'heures je passe sur un écran par jour. Oupsie. Alors et déjà, c'est une prise de conscience. Y compris la nuit, n'est-ce pas, quand on Alors, des études qui montent, notamment de l'Ipsos, là, qui disent que les adultes, c'est plus de 10 heures par jour. 10 heures par jour, et seulement un tiers pour du travail professionnel. Le reste, c'est beaucoup des jeux, des réseaux sociaux, des séries, etc., etc. Mais les jeunes aussi, les jeunes de 15 à 17 ans, c'est à peu près la même chose que les adultes. Et les très jeunes, alors là, c'est catastrophique, parce que de 3 à 6 ans, c'est 3h40 par jour. C'est la nounou, la nouvelle nounou, quoi. Mais même dans les crèches, il y a des petits gamins qui ne peuvent pas manger s'ils n'ont pas un écran sous les yeux, ou qui ont du mal à s'endormir s'ils n'ont pas l'écran. Et dans les poussettes, il y a des systèmes pour accrocher le téléphone ou la tablette. Donc là, il y a urgence sanitaire à réagir par rapport à ça. C'est les ravages du numérique chez les jeunes. Et alors, dans le quotidien, c'est vrai que là, on est dans cette émission qui a de sens, on a envie un peu de donner quelques pistes de réflexion, maintenant qu'on a fait un peu l'état des lieux de côté concentration et manque d'attention en France. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Allez, du matin jusqu'au soir. On va essayer de tracer ensemble, si je puis dire, de jalonner notre journée d'astuces pour tenter de un peu mieux se concentrer, avec, bien sûr, soutenu par vos 2 ouvrages, À la reconquête de l'attention, côté Anne de Pomereux, et L'art de l'attention. Je suis persuadée qu'avec ces 2 livres, on va essayer en quelques poignées de minutes de faire des progrès côté attention. Alors, au quotidien, déjà le matin, qu'est-ce qu'on peut faire pour... alors, qui veut répondre en premier ? Claire Lozol, Lydie Noyer, Anne de Pomereux. Vous avez des astuces, Anne, pour commencer dès le réveil ? Dès le réveil, déjà, avec enfant ou pas, mais... Avec enfant ou pas. Se lever dès que le réveil sonne. Alors, vous voyez, cette demi-heure où le réveil sonne et on ne se lève pas. Et qu'est-ce qu'on fait, en fait, si le téléphone est dans son lit ou à côté je sais que moi, ma grande tentation, c'est que je me dis, Anne, je le prends pour éteindre le réveil. Donc, je l'ai dans les mains. Voilà. Donc, si je commence à ouvrir Radio Notre-Dame, La Croix, tous ces bons trucs, je ne sais quoi, c'est cuit, j'en ai pour une demi-heure. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, je me connais. Alors que si j'arrive à me lever, mais ça demande plus d'efforts. Ouais. Mais ça demande plus d'efforts. Je me lève et je vais, je sais pas, à la salle de bain ou à la cuisine ou je sais pas où. Déjà, là, c'est gagné. La demi-heure est gagnée. C'est une question de demi-heure. Ce simple geste-là. D'accord. Voilà, ça intéressant. Peut-être une première chose. De gagner déjà. Moi, ça me fait réagir parce que ça ne me vient même pas à l'idée de regarder mon téléphone. C'est-à-dire, je l'éteins. Ah non, je l'éteins, je file à la salle de bain. C'est une exception. Waouh! Alors Claire, vous m'en bouchez un coin. Ah ouais, non, mais je suis hyper surprise en fait. Et c'est une conversation qu'on a eue avec des amis il y a quelques jours, justement, sur cette fameuse demi-heure où on appuie. Et c'est pas tellement pour regarder le téléphone, c'est j'appuie, je me rendors à moitié, mais je dors pas vraiment. Tellement vrai. Ça, c'est pas moi. Moi, je ne suis pas comme ça. Le matin, c'est parti. Parce que justement, moi, je n'ai que 2 enfants, mais
faut que ça déroule. Alors, si vous les avez à la maison, on est un peu obligé de se lever. Moi, ils sont partis, donc c'est pas pareil. Moi, elle est là, mais je m'arrange quand même pour... C'est pas pareil, il n'y a pas d'obligation forcément, sauf s'il y a un rendez-vous, évidemment. Mais avant qu'elle se lève, je suis maligne, mon cerveau est malin, il se réveille une demi-heure avant. Non, mais c'est drôle ce que vous dites, c'est vraiment une question de demi-heure. Allez-y, Claire. Mais alors, la proposition, c'est plutôt de se dire qu'au moment où je suis donc sur mes pieds réveillés, etc., je commence à prendre conscience de tout ce qui se passe. Et donc, à porter attention sur ce que je suis en train de faire. D'accord. Donc voilà, et à profiter de ça, d'en profiter pleinement, de se sentir tranquillement en train de se réveiller, de se dire aujourd'hui ma journée va ressembler à ça, je vais voir telle personne. Donc se concentrer volontairement sur un certain nombre de choses qui vont faire que moi ma journée va démarrer de manière agréable. Ouais. Voilà. Des petits rituels. La touche de parfum que j'aime bien, les couleurs que j'aime bien porter, etc. Allumer une petite bougie. Ça pourrait être ça, ce qui vous plaît, ce qui attire votre attention. Noyer. Alors, il y a des préconisations qui sont faites par les associations, le collectif Attention, qui s'occupe des connexions. Ouais. Et ils disent, c'est les 4 pas. Pas d'écran le matin pour les enfants. Pour les enfants. Pour les enfants, oui. Okay. Pas d'écran pendant le repas. Pas d'écran 1 heure avant de dormir. Et pas d'écran dans la chambre à coucher. Non, base. Alors, c'est difficile à faire passer, moi, ça me paraît mais vu l'urgence sanitaire, c'est des mesures... Parce qu'on a toujours dit, longtemps dit, interdit d'interdire. Mais vu la puissance des entreprises du numérique qui veulent capter notre attention, il faut des mesures de protection. Eh bien, je vous propose de fermer les yeux quelques instants et d'ouvrir vos oreilles sur ces études tableau opus 33, si vous le permettez, en mi bémol majeur, non allegro presto de Sania Bidjak. À tout de suite. Et voilà, nous voilà de retour, non pas dans... On a l'impression d'assister à un concert presque, mais nous voilà concentrés autour de cette émission. Pourquoi avons-nous de plus en plus de mal à nous concentrer ? C'est la question du jour que nous posons à nos 3 invités très concrètes aujourd'hui. Claire Lezol est avec nous, qui est, on peut le dire, coach pour les managers, les dirigeants, les experts dans le monde de l'entreprise en tout cas, qui a coécrit avec Didier Noyer, qui est ici présent également, qui est lui-même spécialiste du développement des ressources humaines, l'art de l'attention, se concentrer dans un environnement de distraction. Plein d'astuces chez Erol. Se concentrer dans cet environnement n'est pas facile, mais il y a des choses à faire pour améliorer au quotidien de façon individuelle et aussi collective les choses pour arriver à faire plus attention également aux autres, parce que ça c'est ce que vous dites dans votre livre, Didier Noyer et Claire Lezol. On améliore aussi en étant plus concentré nos rapports aux autres. Ça m'a beaucoup marqué dans votre livre. On fait plus attention à écouter l'autre vraiment, au lieu d'être dans sa to-do list, dans ses réseaux sociaux, le nez un petit coup sur son portable et puis dans ses applications et puis l'oreille à moitié tendue vers ce que nous dit notre interlocuteur. Et Anne de Pomereau, qui est également dans le monde, qui agit aussi, qui intervient dans le monde de l'entreprise, qui a travaillé en communication, marketing, et qui a écrit cet ouvrage à la reconquête de l'attention. Alors vous qui intervenez aussi auprès des ados, des enfants et aussi des adultes. Donc vous avez ce double regard, Anne de Pomereux, aux éditions Jean-Claude Lattès, qui est maintenant sorti en poche. Voilà.
Eh bien, continuons, poursuivons ce petit tour de table du quotidien, si vous le permettez. Qui souhaitait revenir sur la demi-heure, la fameuse demi-heure, tout a été dit sur la fameuse demi-heure. On passe au petit déjeuner. Alors, le petit déjeuner, le café avec le nez sur la notification. Me dites pas, vous rallumez pas votre portable au moment du café? Ah, si. Moi, je l'éteins. Au moment du café. C'est pas vrai? C'est vrai ou pas? Très intéressant. C'est très intéressant. C'est quand même très intéressant. Ouais. Vous voulez l'allumer à ce moment-là? Moi, je l'allume. Je peux regarder mon trajet, justement, regarder ce qui va se passer juste après, organiser un certain nombre de choses à ce moment-là. Mais ce qui me tient à cœur, c'est plutôt que ce moment soit partagé avec les personnes qui sont autour de la table au moment du petit déjeuner. On n'est pas toujours tous ensemble, mais en tout cas, voilà. Et je me bats avec mon mari. Tiens donc. Oui, qui, depuis quelque temps, est sur les réseaux sociaux, sur son téléphone. Je n'y arrive pas. Des potrons minés. Exactement, des potrons minés. Ça, c'est un vrai problème. Donc, je lui prends son téléphone parfois et je le retourne comme ça sur la table. Tu peux pas continuer à regarder ces trucs, c'est pas possible. Je ne peux pas être plus directe et je peux pas agir plus, là, c'est pas possible. Mais voilà. Donc, il réagit bien? Donc, il rit. Et alors, la plaisanterie en ce moment à la maison, de mes enfants, c'est « Tu devrais le lire, le livre de maman sur l'art de l'attention !» Voilà, il l'a relu, donc il sait. Ça y est, il sait. Donc ça aussi, c'est un autre point, c'est qu'on a beau savoir, c'est pas pour autant qu'on agit comme on devrait, comme on voudrait agir. Ça, c'est un autre sujet. Tellement c'est violent et fort. Ouais, moi, je trouve qu'on a... Et aussi, ce qui est intéressant, c'est d'aller aussi vers ce qui nous avait été dit par Simone Weil, la philosophe, et qui a écrit un petit livre sur de l'attention, sur le bon usage des études scolaires en vue de l'amour de Dieu, à partir de l'attention. Donc, c'est un petit essai qui se lit très, très vite, qui est vraiment intéressant. Et elle dit quelque chose de vraiment qui, moi, m'a beaucoup frappée. En fait, il y a quelque chose dans notre âme qui répugne, le mot est fort, à l'attention véritable, beaucoup plus que le corps ne répugne à la fatigue. C'était avant le moindre écran qu'elle a écrit ça. Donc, on ne peut pas dire que c'est à cause des... Enfin, le lien avec les écrans, bon, on peut le faire, mais c'est plus profond que ça, en fait. C'est-à-dire que dans notre nature humaine, il y a quelque chose en nous qui répugne à l'attention véritable, notamment l'attention à l'autre. Elle dit aussi impressionnant. Mais que l'attention véritable à quelqu'un qui est dans le besoin, à quelqu'un qui est pauvre ou un miséreux, c'est l'ordre du miracle. Waouh. Donc c'est quand même très puissant ce qu'elle dit. Pourquoi? C'est ce que j'allais vous demander. Oui, pourquoi? Parce que qui dit d'être attentif dit qu'il faut suspendre sa pensée pour être disponible à l'autre. Que ce soit dans les études ou dans la relation, il faut attendre. Pour être attentif, il faut attendre que l'autre ait fini de parler. Dans une conversation, aujourd'hui, c'est bien difficile d'attendre que l'autre ait fini de parler. Pourquoi? Parce qu'on préfère toujours être dans l'action, dans la parole, dans la présence, dans être avec soi, en fait. Ouais. Et donc, l'attention, c'est un renoncement à soi. Donc, vous voyez que c'est beaucoup plus profond. Très, très loin, votre histoire. C'est beaucoup plus profond. Et résultat, les écrans nous offrent la possibilité d'être tout le temps en réactivité. Mais ce n'est pas les écrans le problème, c'est nous. Je veux dire, et donc comment se rééduquer, nous, pour découvrir ce trésor de l'attention, parce que c'est un trésor. Et ça passe par quelque chose qu'on déteste faire, qui est attendre et renoncer à sa petite personne, parce que écouter quelqu'un d'ennuyeux au marché, ce qu'elle dit Simone Weil, c'est de l'ordre du miracle. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et quotidien. Voilà. Et dans la relation à l'autre, une relation attentive, où on se pose, on n'est pas pressé, on ne coupe pas la parole. Je ne sais pas, quand vous allez dans les dîners en famille, c'est encore pire, mais même avec les amis, c'est bien difficile en fait. Ouais. Mais c'est lié vraiment à quelque chose qui est en nous, très profondément ancré, de l'ordre de l'âme en fait, qui préfère agir que attendre. On n'est pas fait pour... C'est drôle, on n'est pas programmé en tout cas pour attendre, et pourtant, quand on le fait, ça nous fait du bien en gros. Finalement, ça nous rend plus... Ça nous rend plus humains, plus en humains. fait. Plus humains, tout simplement. Plus humains, tout simplement. Et c'est beau, mais on retrouve cette difficulté dans la prière. C'est exactement la même chose. Si on va sur un plan plus spirituel. La prière, c'est de l'attente aussi. Et on suspend ses pensées et on se concentre sur autre chose. Alors, on parle beaucoup de méditation, pleine conscience, etc., pour mettre le truc hors du champ spirituel. Mais d'être dans une forme d'être dans le présent et d'attendre et de rien faire, c'est bien difficile en fait. C'est amusant parce que vous rejoignez complètement ce qui est écrit dans votre livre Claire Lezol et Edith Noyer.
C'est vrai que l'attention aux autres, j'y pensais pas du tout en préparant l'émission au départ. Et quand j'ai vu dans votre livre qu'il y avait effectivement cette présence à l'autre, ça rejoint ce que vous venez de dire, Anne, c'est assez édifiant, ça touche des sujets, effectivement, ça nous élargit le spectre de cette concentration un peu basique, basico-basique en entreprise, à l'école, dans un livre aussi, ou en écoutant quelque chose qui dure un concert qui dure longtemps, ou je sais pas, ça peut être... Mais là, c'est relié à l'humain, quoi. Hein. Oui, mais alors de nombreuses études montrent qu'avec les écrans, il y a une vraie dégradation de l'empathie. Dégradation de l'empathie, et avec les réseaux sociaux, tout le monde s'exprime, mais personne n'écoute. Ouais, c'est exactement ça. Il y a une baisse de l'écoute, inquiétante. Et puis alors j'entendais une jeune fille dire mais monsieur, est-ce que c'est normal? Je n'ai que des amis virtuels. J'ai pas d'amis en vrai. Ils sont complètement, alors surtout avec le phénomène de TikTok, ils sont complètement addicts. Ils peuvent plus s'en dégager. Et ça vient perturber, gâcher les relations entre les gens. Ouais, ça va, Claire. Donc, s'il y a une recommandation pour aller dans la suite du propos de Didier, ce serait vraiment d'inviter chacun à se reconnecter. Alors, à soi déjà, être attentif à soi-même, pour être disponible pour les autres. Je reviens sur ce que disait Anne, et se connecter réellement à eux, c'est-à-dire s'intéresser, les regarder, les observer, être curieux, et chercher vraiment à se connecter à eux de manière profonde et authentique. Moi, je trouve ça très intéressant, hein, les propos de Simone Veil, et je suis en même temps, je vois bien la portée, on va dire, à ce à quoi ça fait référence. Simplement, ce qui me surprend là-dedans, c'est que l'attention, c'est quelque chose qui est tellement vital pour nous, puisque en gros, sans attention, c'est difficile de survivre, hein, on va le dire très simplement. Pourquoi vous traversez la rue, vous n'êtes pas attentif, vous pouvez vous faire écraser. En réalité, si vous faites attention à la manière dont votre attention fonctionne, vous êtes attiré par une lumière, par un bruit, quelque chose qui va capter votre système à vous de réaction. Ça va vous mettre en situation de réagir, normalement correctement. Donc, à la base, on est normalement très bien fait et très bien programmé pour que ça se passe bien. Après, là où peut-être il peut y avoir quelque chose à aller regarder, c'est la manière dont elle se construit au tout début, cette attention, et notamment dans nos relations au début de notre vie. L'attention qu'on accorde à nos enfants, on y revient. Regarder dans les yeux, ça on le dit souvent dans cette émission. Exactement, se regarder dans les yeux. Il paraît qu'on ne se regarde plus dans les yeux maintenant. Les parents ne regardent plus les enfants dans les yeux dès l'enfance. Ça commence comme ça, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis le regard fuyant, et puis balayant. Moi, j'ai un combat. J'ai un combat avec mes enfants depuis très, très longtemps. C'est de faire en sorte que quand ils s'adressent à moi, à nous, ils s'assurent qu'on est disponible pour pouvoir les écouter. Parce que ce qu'ils font, ils sont dans leur chambre, ils sont n'importe où, et ils nous balancent ce qu'ils ont envie de nous dire, sans s'assurer que, justement, nous sommes attentifs. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. C'est quand on s'adresse à quelqu'un, capter son attention, s'assurer que son attention est captée. Et Régis, qui n'est pas là avec nous aujourd'hui, est un spécialiste de ça. Oui, c'est un pickpocket. Pas seulement, mais l'idée du livre, elle est aussi née de là. On a raconté comment était venue cette idée-là après le reportage, le documentaire, donc derrière nos écrans de fumée, et le travail et la spécialité de Régis. On s'est dit, mais il y a un sujet de fond, faisons quelque chose, lançons-nous. Et Régis fait ça, lui. C'est sa spécialité, il sait capturer votre attention. Donc, on est quand même équipés, il y a des gens qui se sont professionnalisés là-dedans, mais si on a pris conscience que c'était important et qu'on fait en sorte, justement, de se connecter réellement et de capturer l'attention de l'autre, eh ben, on va avoir une relation qui va être plus fructueuse, probablement mieux faire passer ces messages. Moi, je leur ai démontré 10 fois à mes enfants que quand ils prenaient soin de cela, ils avaient de bien meilleurs résultats avec moi. Et ça marche bien. Je suis sûre que ça marche, c'est pas cartonné. Alors, maintenant, je dois rentrer à 3h du mat. Dis-le-moi dans les yeux, ça passera tout seul. Il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que l'attention véritable procure énormément de joie et de plaisir, mais elle n'est pas immédiate, en fait. Il y a un délai par rapport... on retrouve cette satisfaction, etc., après un délai. Donc, c'est un entraînement pour obtenir... Vous avez un exemple ?
Par exemple, si un exemple scolaire, avant de savoir faire une équation, on galère pour apprendre à faire des équations, on n'y arrive pas, c'est énervant, ça agace. Moi, ça m'énerve toujours, mais bon. Ouais. Et puis on finit par y arriver, et c'est satisfaisant, ça devient comme un jeu. Et c'est pareil dans la lecture, par exemple. Au début, le livre est un peu ennuyeux, etc. Puis, même les livres pour nous, adultes, parfois il faut un peu de résistance pour continuer à tourner les pages, pas abandonner, et puis finalement... On rentre en résonance avec lui, et là, on découvre une relation d'une puissance, d'une richesse infinie, en fait. Ouais. Et c'est ça qu'il faut dire. C'est un éloge de la lenteur que vous êtes en train de nous faire. De la lenteur, c'est pas forcément une question de lenteur, c'est de la résonance, c'est-à-dire est-ce que les choses vont me toucher, en fait. Et aujourd'hui, ça, c'est tout le philosophe et sociologue allemand Hartmut Rosa qui a travaillé là-dessus, sur le concept de résonance, qui est vraiment intéressant, justement, pour nous, sommes dans ce monde complètement de distraction, on saute d'une activité à l'autre. On ne ressent plus rien au fond. Et c'est ça que au vous êtes en train fond, de dire. ce qui va faire que, pour contrer cette accélération du monde moderne, c'est pas la décélération, c'est l'entrée en résonance qui va être la solution. L'entrée en résonance. Oui, c'est-à-dire, est-ce que les choses nous touchent, en fait? Et quand on est touché, on se sent très vivant. Ouais, et on peut être touché partout. Ça peut être un livre, ça peut être un film, ça peut être une conversation. Un sourire d'enfant. Ça peut être un sourire d'enfant et ça peut être n'importe quoi, en fait. Mais c'est ça qu'il faut aller dans le réel, chercher dans la réalité, avec cette, malheureusement, aussi fait que c'est toujours un peu indisponible, c'est-à-dire que ça peut nous échapper. On peut s'offrir le meilleur restaurant du monde et ce soir-là avoir mal au ventre et pas du tout profiter. C'est vrai. Typiquement. Truc, ou alors aller au PMU avec un sandwich et retrouver un vieux copain et être dans une joie parfaite, en fait. Et il y a quelque chose qui n'est pas contrôlable. Ah, ça marche. Didier Noyer, une lumière dans votre... Oui, j'en dis sur l'idée de lecture. Oui. Parce que je crois qu'il faut vraiment faire l'éloge de la lecture. Parce que c'est extrêmement important pour développer le langage. Et même, alors, les œuvres de fiction développent l'empathie. Parce qu'on se glisse dans la peau de différents personnages. C'est pas la première fois que j'entends ça dans cette émission. C'est très important. Or, on constate que dès que les jeunes ont un smartphone, la lecture chute, la lecture se ralentit, voire quelquefois disparaît. Et là, la lecture a une grande importance pour développer le vocabulaire, la pensée abstraite, pour développer le cerveau. Oui, tout simplement. C'est essentiel. Et les écrans risquent de nous dégrader durablement. Donc vraiment, la lecture, il faut protéger la lecture. Et dès le plus jeune âge, la lecture accompagnée, où on interagit pour qu'il y ait discussion, même pour les très petits. Il y a dans les écoles une association qui a fait quelque chose d'assez génial sur la lecture. Ça s'appelle Silence, on lit. Et en fait, les établissements qui ont le programme, 4 jours par semaine, pendant 20 minutes, il y a un temps de lecture où toute l'école s'arrête pour lire. Tout le monde, tous les âges. Et il n'y a pas de test après. On ne vous demande pas de faire de fiches de lecture. Juste, on s'arrête et on lit. Et c'est tout. C'est extraordinaire. Et ça, c'est formidable parce que ça va... en fait, parce qu'on peut nous dire « il faut lire ». Okay, mais ce n'est pas parce qu'on nous dit qu'il faut lire qu'on va lire. Si ce n'est pas organisé, quelque part, c'est plus difficile à faire. Et en famille, c'est pareil. Moi, quand j'ai des adolescents avec leurs parents, j'incite beaucoup les parents à installer des temps de lecture familiaux. Le week-end, tout le monde prend un bouquin pendant une demi-heure. Excellente idée. Et là, du coup, ça peut avoir un impact. On peut aussi citer le programme Atoll, qui a été installé par Jean-Philippe Lachaud, donc, qui est un programme qui, justement, aide à l'école et les enfants et les enseignants à travailler sur la concentration et l'attention. L'attention, ça s'apprend. Ça s'apprend au fond. Est-ce qu'on peut revenir Gaëtan Roussel, si vous le permettez, Dinaïe, vous ne perdez pas l'attention sur ce que vous alliez dire. Ce sera après Help Yourself, si vous le permettez. À tout de suite.
sans prendre le temps de s'arrêter. Dernier cri, premier arrivé. Aurons-nous de l'eau cet été? Tout le monde cherche à s'échapper. De s'arrêter. Si l'on nageait sans respirer, aurons-nous de l'air cet été? Tout le monde cherche à s'échapper. Traverser des océans, des déserts. De s'arrêter. Et voilà pour Gaëtan Roussel, à l'heure où nous parlons évidemment de concentration. Effectivement, El Purcell, nous ne faisons que passer. L'écran qui passe et qui repasse, malheureusement, nous décroche du présent. Claire Lozol nous arrache au réel. Didier Noyer, Anne de Pomereux sont avec nous, sont ici présents pour parler justement de l'art de l'attention. Votre livre, Claire Lozol et Didier Noyer, se concentrer dans un environnement de distraction chez Erol, et Anne de Pomereux et à la reconquête de l'attention en poche. Préfacé par Mathieu Ricard, j'aimerais bien justement citer une petite phrase de l'introduction de Mathieu Ricard. La voie du succès, dit-il, appartiendra à ceux qui savent se concentrer et sont capables de naviguer avec bonheur sur les flots tumultueux de la distraction. Le bonheur et la plénitude nous attendent au bout du chemin, car l'attention est non seulement la porte d'entrée des facultés cognitives garantes de la performance, mais elle est une des facettes de l'amour. Elle permet de vivre mieux nos relations professionnelles, amicales, familiales et amoureuses. Rien que cela, hein, Didier Noyer. Oui. Vous vouliez ajouter quelque chose? On évoquait l'école. Une préoccupation, c'est qu'on continue d'inonder l'école d'écrans. Alors, c'est en discussion en ce moment, justement, à ce sujet, pour peut-être les baisser, les retirer, les écrans. Le problème, de plus en c'est plus. qu'il y a un rapport du Conseil supérieur des programmes qui dit mais les écrans n'apportent aucun gain à l'apprentissage, et même quelquefois, ça dégrade les choses. Ouais. Mais malgré tout, on continue, et quelquefois contre l'avis des directeurs ou des enseignants. Alors, il y a des collectifs d'enseignants qui s'organisent pour voir comment on pourrait effectivement remplacer les écrans par des livres, sensibiliser les jeunes aux risques que tout ça représente. D'où le succès du hors-contrat, évidemment. Mais bon. Oui, sensibiliser aux risques, proposer des activités sans écran, etc. Mais c'est délicat parce que il y a une forte pression pour continuer. On est la Startup Nation, hein, bien sûr. Alors, on continue à considérer que c'est le progrès de mettre des écrans partout. Et catastrophe. Il est utile, sans doute, à 15 ans, d'éduquer qu'est-ce que c'est que le numérique. Mais former par le numérique, c'est pas forcément une bonne idée. Mais je crois qu'il y a quand même une marche arrière. Enfin, peut-être que ça va être très long, hein, cette démarche. De revenir au stylo, au crayon à papier, à la page, au contact avec le papier et à l'apprentissage sur de vrais livres, voilà. Mais bon, visiblement, il y a encore des résistances côté. Enfin, en tout cas, ce que nous dit Didier Noyer est certainement juste. Il y a une force d'inertie énorme, donc voilà.
Bref, en tout cas, il y a encore beaucoup de choses à dire sur la reconquête de l'attention. C'est encore possible. Il faut effectivement résister avec volonté, n'est-ce pas, Anne de Pomereux, mais individuellement et collectivement, c'est encore possible. Et notamment, vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai que cet exemple, ce petit mot, vous avez même d'ailleurs apporté avec vous de l'attention, ce traité de l'attention de Simone Veil, prouve que c'est un muscle à entretenir, hein, l'attention. Oui, j'aime pas beaucoup la notion de muscle. D'accord. C'est plutôt ce que disait Jean-Philippe Lachaud, un équilibre. On est plutôt dans quelque chose comme on traverse une poutre. Il y a des forces qui vont nous faire essayer de nous faire tomber de la poutre. Il faut se rééquilibrer en permanence. Ce que j'aime bien dans le message de Simone Veil aussi, c'est qu'elle dit qu'aucun effort d'attention n'est perdu. Voilà, c'est jamais perdu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Elle prend l'exemple parce qu'elle est plutôt dans un cadre scolaire là, d'un étudiant qui s'arrache les méninges à faire une démonstration de géométrie et qui, au bout d'1 heure, n'est pas plus avancé qu'au début de cette heure. Ou qu'il est sur une traduction latine ou en train d'essayer de faire une dissertation. Et il rame. Il rame à mort et il n'y arrive pas. C'est pas parce qu'il n'y arrive pas que c'est pas bon pour l'attention. D'accord. Ce qu'elle dit, c'est que chaque minute qui a été consacrée à faire quelque chose, même si on n'a aucun résultat concret à la fin, dans la matière, ça, c'est pas perdu. C'est jamais perdu. Et ça se retrouvera plus tard. Cet effort-là va se retrouver plus tard autrement, dans une disponibilité, dans une capacité, notamment dans l'attention aux autres. Donc ça nourrit l'attention. Vous voyez, donc c'est pas la recherche systématique Du résultat. qui m'agace, moi, en fait. J'ai beau être prof de méthodologie, mais vous voyez, je veux dire, du résultat systématique, mais c'est de ce chemin de, ok, bah, écoute, en fait, ce qui compte, c'est plutôt que tu te donnes dans ce que tu fais. Et même si les résultats sont pas géniaux, c'est jamais perdu et c'est bon pour toi. Et puis les résultats vont forcément augmenter, si vous voulez, mais c'est pas ce qu'il faut chercher en premier. D'accord. Ce qu'il faut chercher en premier, c'est l'engagement à faire les choses et à se donner à s'y donner, quoi, et être attentif à ce qu'on fait. Et ça, c'est toujours positif. Et ce sera fécond. En fait, il y a une fécondité de l'effort d'attention. Et ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle. C'est fructueux, oui, c'est intéressant, c'est vertueux. Claire, j'allais vous demander à tous les trois, mais c'est peut-être à vous ensuite, Anne, que je demanderai ça. Vous savez, quand on est enfant, certains enfants se concentrent tout de suite sur leur travail scolaire et d'autres peuvent passer 3 heures, mais là, on n'est pas dans ce que vous dites. On passe 3 heures, ils passent ou elles passent 3 heures devant leur problème de maths ou leur dissertation à rendre ou je ne sais quel exercice et... on regarde les petits oiseaux, on regarde des trains passer, enfin bref, on fait tout sauf, même sans écran, même tout sauf se concentrer sur l'exercice en cours. Et là, j'aimerais bien que vous conseilliez les parents, mais peut-être... Alors, 2 choses. J'ai envie de dire, il n'y a pas que les enfants. Non. Les adultes, ça reste la même chose. Oui. Pour compléter ce que disait Anne, moi je dirais que c'est un conseil qu'on donne d'ailleurs dans notre livre. C'est important aussi de se congratuler. Oui, quelque part se récompenser. Et dans les propositions, c'est faire quelque chose. On a passé du temps, on s'est attelé à la tâche, on s'est focalisé, on ne s'est pas laissé distraire. Voilà. Résultat ou pas résultat, et ça, il faut vraiment insister là-dessus. Alors qu'on est dans une culture de l'ultra-résultat et tout, et quand vous êtes en train de travailler, bien sûr que vous attendez que ça produise quelque chose. Mais même si ça n'a pas produit exactement ce que vous voulez, l'invitation, c'est de vous féliciter et que vous ayez une sorte de récompense, quelque chose qui vous fait plaisir. Donc, c'est prendre une pause avec quelque chose qui vous fait du bien. Ça peut être un thé, une tisane, ce que vous voulez, un morceau de chocolat. C'est pour moi, voilà. On le dit aussi. Ça, c'est pour nous. Quelque chose, une conversation rapide avec quelqu'un que vous appréciez, un morceau de lecture d'un livre que vous aimez, ce qui vous fait du bien, plaisir, pour vous récompenser de cet effort que vous avez fait et qui ne peut pas être vain. Exactement. Voilà. On récompense le chemin et pas le but. Pas le but, la démarche. Et on pense à nos amis chercheurs et nos amis doctorants. Moi, je les admire tellement. Ils travaillent des années sur une thèse. J'en serais fichtrement incapable. Moi, je tiens 52 minutes, mais pas plus sur un sujet. Vous vous rendez compte ? Et eux, j'imagine l'effort fourni sur des années. C'est l'art du découpage du saucisson, en fait. Le saucisson, c'est toujours indigeste si on le mange en entier d'un coup. Mais voilà. Mais si vous prenez une tranche bien fine, ça va peut-être aller. C'est vrai. Et ça donne même envie d'en prendre une seconde. Moins on a envie de le manger, plus il faut découper fin. Ouais, je pensais pas qu'on allait parler de saucisson. C'est
Bientôt l'heure de l'apéro, 17h, bon bref. Mais alors, ce qui soigne notre concentration, c'est de prendre soin de sa propre motivation. Voilà, qu'est-ce qui me passionne, ça. Qu'est-ce qui me fait vraiment envie. Et on pense aux enfants là aussi. Je vais plus facilement me concentrer. Donc il faut soigner sa motivation. Alors dans les entreprises, on va dire, mais revenez aux objectifs principaux. Qu'est-ce qui est vital, qu'est-ce qui est essentiel, et ça va favoriser la concentration. Donc plutôt que de dire faites des efforts sur des choses qui vous amusent pas, qu'est-ce qui est vraiment important pour vous, qu'est-ce que vous voulez peut-être à terme, et soignez votre motivation. Et bien un autre aspect aussi qui est de dire faites attention à votre attention, c'est-à-dire essayez de vous observer en train de parler à quelqu'un, par exemple. Est-ce que vous êtes vraiment attentif à cette personne, ou vous êtes en train de lire, mais est-ce qu'à un moment donné votre pensée part ailleurs, etc. S'auto-observer peut nous aider à nous rendre compte que il y a peut-être moyen d'être un petit peu plus focalisé sur ce qu'on fait. C'est s'auto-observer, être attentif à son attention. C'est ça qui va cultiver l'attention, plutôt que de se forcer, plutôt que de se volontairement se faire du mal. Ça peut être intéressant de faire un premier bilan sur une journée type, donc le rapport aux autres, ensuite peut-être juger de son attention devant les tâches au travail. Ah bah écoutez, je le ferai demain, c'est très intéressant. Et c'est normal qu'on soit distrait, mais il faut s'en rendre compte. Il faut se rendre Parce que c'est normal que notre attention soit captée, mais il ne faut pas qu'elle soit capturée. Il ne faut pas qu'on devienne prisonnier. C'est normal qu'il y ait des petites échappées. On ne va pas culpabiliser pour ça. Mais on va se dire, je ne deviens pas prisonnier de ce qui a attiré mon attention. Oui, c'est très intéressant. Anne de Pommeau, qu'est-ce que vous conseillez à ses parents, par exemple, dont je parlais? Pour les enfants, moi je dirais, plus ils sont accros, plus il faut éloigner la tentation, parce que la volonté marche mal. Donc on ne peut pas résister par sa seule volonté à tous ces distracteurs, c'est trop difficile. Donc il faut vraiment éloigner la tentation. Et ce qui marche le mieux, c'est la boîte à portable à verrouillage automatique irréversible. Le mot important, c'est irréversible. C'est-à-dire que quand on met dans le conteneur et qu'on programme un temps d'arrêt, qui peut être court, ça peut être 3/4 d'heure d'arrêt, qu'on programme avec le bouton, pendant ces 3/4 d'heure, on ne peut pas revenir en arrière. Du coup, l'attention qui sait qu'elle ne peut pas aller vers le distracteur, va être davantage OK pour aller vers l'activité qui demande le plus d'attention. Quand ce n'est pas une question de portable et que c'est juste une question, là pour le coup, bien ancrée de distraction naturelle. Oui, vous voyez ce que je veux dire? Oui, justement. Pour finir, ça c'est la première chose, éloigner la tentation. La deuxième chose, je parle là, prenons l'exemple des devoirs scolaires. C'est la prise de tête des parents en général tous les jours. Ils m'en parlent, ils m'envoient des mails, c'est un cauchemar. Et donc voilà, on a éloigné le distracteur, on s'est mis en position de pouvoir travailler. Et ensuite, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Donc il faut que l'enfant voit que quand ça va finir. Ça c'est hyper important, parce que quand il sait que ça va finir et que ça ne va pas être trop long, par exemple 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure. Après, on montrera un peu le temps, et que donc il sait que dans une demi-heure, c'est fini. Et qu'il sait ce qu'il attend de cette demi-heure ou de ces 20 minutes. Parce que c'est pas le tout de savoir quand c'est fini. S'il sait qu'il va pouvoir faire et qu'il va savoir faire, et qu'il a un objectif et une manière de faire pour atteindre l'objectif, là, c'est gagné, il va le faire, en fait. Là où ils ont du mal. Donc il y a plusieurs devoirs à faire. On imagine un élève de 5e, par exemple. Je pense à une famille qui m'a envoyé un mail. C'est pour cela que je vous soumets cet exemple. On va commencer, par exemple, par les maths. Dans une demi-heure, le but, c'est d'ici une demi-heure de résoudre, par exemple, cette équation ou ce problème de maths ou ce... Par exemple, si tu as des maths à faire, tu as 3 exos de maths, tu te mets un chrono sur 20 minutes. Et en 20 minutes, tu essayes de finir les 3 exos de maths. Et après, mais il faut qu'il y ait une contrainte temporelle, en fait. Parce que là, ça libère l'attention. La contrainte libère l'attention. J'ai compris. La double contrainte d'éloigner la tentation et d'avoir un temps d'arrêt. Voilà. Et ensuite, vraiment, une manière de faire. C'est-à-dire, apprendre un cours en soi, ça ne veut rien dire. L'objectif est flou. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire, apprendre un cours? Voilà. Donc, on peut découper cet objectif flou en objectif beaucoup plus facilement atteignable. Et alors là, il faudrait que je rentre dans comment on apprend un cours. Ouais. Mais comment on apprend un cours? Il y a plein d'étapes, en fait. Mais très facilement, la première chose, c'est d'avoir c'est quoi le chemin de ton cours. Le chemin de ton cours, il part d'où? Il t'emmène. Le chemin de ton cours, génial. Il part d'où? Il va où? Et pourquoi on te le fait apprendre? Déjà, on se pose ces questions-là. Et ensuite, dès la petite enfance, dès les premières leçons, quoi. Oui, je pense qu'il faut le faire, avoir une habitude très tôt. Et ensuite, c'est d'être... vous êtes journaliste, donc ce serait un peu d'aborder le cours comme un journaliste, c'est-à-dire de le questionner.
On n'apprend pas, on va pas retenir un cours parce que on va le lire. Ça, c'est mort, en fait, ça marche pas. Ça n'a jamais marché chez moi. Ça ne marche pas. Catastrophe. On va apprendre un cours parce qu'on l'interroge. Et donc, ce qu'on va retenir, c'est les questions qu'on pose au cours. Et donc, le but, c'est de générer des questions. Faut qu'il y ait un sens dans l'histoire, mais bien en fait, sûr. Chaque fois. Voilà. Et souvent, parce que l'éducation nationale, quand même, jargonne beaucoup, traduire en langage compréhensible ce langage qui peut être difficile parce que, en fait, dans beaucoup de cours, on veut faire raisonner l'enfant comme un géographe, comme un historien ou comme un philosophe, alors que c'est un débutant et que nous aussi on est débutants. Tous les invités autour de cette table. Comme un expert. Comme un expert. Et on veut le faire raisonner comme un expert alors qu'il n'est pas expert. Et donc lui donner tout de suite le langage de l'expert sans lui faire comprendre les concepts. Aucun sens. C'est difficile en tout cas. Et donc ça passe par ce chemin. Et du coup, quand on fait ça, l'enfant, il ne peut pas être pas content en fait. Parce qu'il apprend, il questionne, il comprend. Et quand on comprend quelque chose, on ne peut pas être malheureux. C'est pas possible. Ce qui peut s'appliquer au quotidien, nous, adultes, parfois, c'est vrai que moi, la première, on entend par exemple un podcast passionnant sur une phase de l'histoire, même si c'est Stéphane Bern qui raconte, même si c'est Franck Ferrand qui raconte, etc. etc. Pourquoi, même s'ils ils racontent bien Non, parce qu'ils sont tellement géniaux que c'est impossible de ne pas retenir. Mais moi, parfois, si une personne me demande juste après de raconter... peut-être que je n'ai pas suivi suffisamment la méthode d'Anne de Pomereux ou celle de Claire Lozol, mais ça peut s'appliquer sur toutes les... Finalement, il y a une logique dans l'attention, c'est ça que je voulais vous demander pour terminer. Oui, il y a une logique, effectivement. Il y a d'abord ce qu'on a identifié, perçu, ce qu'on a capté comme information, donc une forme de perception. Ensuite, la manière dont on va choisir, focaliser, de se concentrer ou d'agir de telle manière, et ensuite la méthode, donc le moyen de faire. Ouais. Et donc ces trois choses, si vous les alignez correctement, ça va fonctionner beaucoup mieux. Ouais. Donc on voit bien qu'il y a une prise de conscience, il y a un développement, et si vous arrivez, c'est à la portée de tout le monde, vraiment. Si vous arrivez à vous fixer à vous-même des objectifs qui vous font envie, petit à petit, vous allez reconquérir votre attention. C'est exactement ce que disait Anne, et puis avoir des résultats dont vous serez forcément très très content. Moi j'aime bien l'exemple, lorsque vous promenez dans la rue, vous pouvez être attentif à ce que vous voyez au loin ou juste devant vous, avoir une attention focalisée sur un objet précis, sur une personne, etc. Comme quoi, c'est très simple, c'est gratuit, donc il suffit juste d'acheter vos 2 ouvrages en tout cas. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Didier Noyer, Claire Lozol, l'art de l'attention, se concentrer dans un environnement de distraction chez Erol, et Anne de Pomereux à la reconquête de l'attention. Merci infiniment, chers amis. Eh bien, au boulot. Merci à vos concentrations, les petits et les grands. Voilà, ça marche pour tous les âges. Merci infiniment et très bonne soirée à tous. Merci à vous.